Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Bimatax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sockets et plus particulièrement sur la sécurisation des sockets avec SSL TLS. Alors, les sockets SSL sont des sockets où les données sont chiffrées. Lors de la phase de transfert de données entre le client et le serveur, les messages interceptés n'apparaissent donc pas en clair. Voici des exemples tirés du logiciel Wireshark. Avec la sécurité SSL TLS, on récupère une trame où les données sont chiffrées. Il est donc impossible pour un hacker de les lire. Au contraire, sans la sécurité SSL TLS, on se retrouve avec la trame suivante. En regardant de plus près, on remarque que le texte apparaît en clair. Ainsi, les hackers verront le message envoyé, c'est-à-dire « Bonjour, comment vas-tu ?» Vous comprenez maintenant l'importance d'utiliser SSL sur Internet. Lorsqu'on est sur un réseau local de confiance, c'est inutile de chiffrer ses sockets, mais dès que nos messages passent par Internet, le chiffrement de données est primordial. Bien, maintenant on va voir ce qui se passe lors d'un échange de données SSL TLS. La première étape est le TCP Uncheck. Cela se traduit par l'envoi du paquet SYN qui correspond à un « Salut serveur, peut-on communiquer ?» Le serveur répond ensuite par un paquet SYN ACK, soit « Oui, on peut communiquer sans problème ». Enfin, le client envoie un paquet ACK pour dire « J'ai bien reçu l'information ». Ainsi, le TCP Uncheck permet de savoir si le serveur autorise la connexion. Petit plus, si le serveur refusait la connexion, il enverrait un paquet RST. La deuxième étape va être le TLS 1.3 Uncheck. Avec le paquet client hello, le serveur reçoit la version de TLS utilisée, la liste des suites de chiffrement que supporte le client et d'autres informations comme le protocole supposé permettant l'accord de clé. Cela est assez complexe et mériterait une vidéo à part entière. C'est pourquoi je vous mets en description un article qui explique le principe. Le serveur répond donc au client par un serveur hello et la communication se termine par un change cipher spec. On n'a pas besoin de connaître tous les détails pour coder notre script. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est durant cette phase que le chiffrement SSL va être défini et mis en place. La troisième étape, c'est l'étape de communication chiffrée entre le client et le serveur. Les données sont envoyées dans une trame application data. En réponse à cette trame, un paquet ACK est envoyé comme pour dire « j'ai bien reçu les données », ce qui confirme la réception. Enfin, la communication se termine par l'envoi de 2 paquets fin ACK. Donc tout cela, ça permet de stopper la communication entre le client et le serveur. Malheureusement pour vous, on n'a pas encore fini avec la théorie. Maintenant, on va aborder la cryptographie asymétrique. Ce concept nécessite 2 clés, une clé publique et une clé privée. Par définition, tous les messages chiffrés par la clé publique peuvent être déchiffrés uniquement par la clé privée. Prenons un exemple pour comprendre. On a le message « Bonjour » qu'on chiffre avec la clé publique, ce qui nous donne un texte incompréhensible. Si on essaye de le déchiffrer avec la clé publique, on obtient un autre message incompréhensible, alors qu'avec la clé privée, on retrouve le mot « bonjour ». Ce système est très utile car il permet d'échanger de façon sécurisée. Si des personnes veulent communiquer avec un serveur, le serveur va envoyer sa clé publique pour que les utilisateurs chiffrent les messages. Et seul le serveur, avec sa clé privée, pourra lire les messages envoyés par les utilisateurs. Le seul inconvénient avec la cryptographie asymétrique, c'est que ça prend du temps et de la puissance de calcul. Ainsi, on l'utilise seulement pour partager de manière sécurisée ce qu'on nomme des clés de session. Voici comment ça fonctionne. Le serveur envoie sa clé publique au client. Après réception, le client génère une clé de session qu'il va chiffrer avec la clé publique du serveur. Il envoie ensuite la clé de session chiffrée au serveur qui, grâce à sa clé privée, retrouve la clé de session originelle. Le serveur et le client ont donc tous les deux la même clé de session. Ils n'ont plus besoin de la cryptographie asymétrique et peuvent échanger des messages plus rapidement grâce à la cryptographie symétrique. On a donc le client qui a la clé de session et le serveur qui a la même clé de session. Si le client veut envoyer le message « Bonjour », il le chiffre avec la clé, l'envoie et le serveur peut ensuite le déchiffrer avec la même clé. Vous remarquerez ici que la clé qui permet le déchiffrement est, je le répète, la même que celle qui permet le chiffrement. C'est ce qu'on appelle la cryptographie symétrique et c'est beaucoup plus rapide que la cryptographie asymétrique. Si je résume, lors du TLS Uncheck, le client et le serveur se mettent d'accord sur une clé de session qui est ensuite utilisée pour envoyer les messages. Pour définir cette clé, on a besoin de la cryptographie asymétrique. Ainsi, le serveur doit posséder une clé publique et une clé privée. Je suis désolé, mais une clé privée et une clé publique, c'est pas encore suffisant.
le serveur va avoir besoin d'autres informations réunies dans un fichier qu'on va appeler le certificat SSL. Ce certificat contient la clé publique, l'IP du serveur et la signature d'un CA. Le terme CA, Certification Authority, ou en français Autorité de certification, désigne un organisme qui a signé le certificat SSL du serveur. Cette signature est très importante car elle assure l'authenticité du site web. Par exemple, un hacker ne pourrait pas usurper l'identité du site google.fr car son certificat n'est pas signé par une CA et aucune CA ne le signera. Ainsi, lors du TLS Uncheck, le serveur envoie son certificat SSL signé. Ensuite, le client va venir vérifier la signature du CA. Pour ce faire, il va avoir besoin du certificat serveur et du certificat public de la CA. Si la signature est correcte, il vérifie ensuite l'adresse IP associée au certificat. En effet, si le serveur n'a pas la même adresse IP que celle indiquée dans le certificat, la connexion s'arrête. Enfin, si l'adresse IP match, le client utilise la clé publique contenue dans le certificat pour échanger les clés de session. Il y a beaucoup de fichiers, c'est pourquoi je résume ici les fichiers importants dont on va avoir besoin. Les deux premiers sont le certificat de l'autorité de certification avec sa clé privée. Ces fichiers vont permettre de générer le certificat SSL serveur qui est signé par la clé privée du CA. Et avec ce certificat SSL serveur, on va aussi avoir besoin d'une clé privée serveur. Cette clé privée serveur permettra de déchiffrer les messages envoyés à partir de la clé publique contenue dans le certificat serveur. Pour résumer, sur la machine client, on aura besoin du certificat public de la CA pour vérifier la fameuse signature, et sur la machine serveur, on aura besoin du certificat serveur avec sa clé privée qui lui est associée. Bon, maintenant que vous avez compris les différents fichiers qu'on va utiliser, on va commencer à les générer. Pour générer nos différents fichiers, on va avoir besoin d'OpenSSL. Le programme OpenSSL, on peut le télécharger sur Windows en allant sur le site en description. Donc c'est ce site-là. On descend, on va prendre le type 144 MB installer en .exe. Donc on télécharge. Une fois téléchargé, on ouvre le fichier. Donc notre antivirus nous dit qu'il n'y a aucune menace. Cependant, c'est un éditeur inconnu, on est obligé de cliquer sur exécuter quand même. Donc là, on accepte la licence et on fait l'installation classique. Une fois qu'il est installé, si on ouvre une CMD et qu'on tape OpenSSL, ça nous dit que le programme n'est pas reconnu. Pourtant, on a bien installé OpenSSL. Donc pour faire en sorte que le programme soit reconnu et qu'on puisse l'utiliser en ligne de commande, on va devoir ajouter OpenSSL.exe au PAF. Ce qu'on va avoir besoin, c'est d'aller dans le panneau de configuration, donc on tape panneau de configuration. Arrivé ici, on tape variable d'environnement. Donc ici, ça nous le propose, modifier les variables d'environnement. Là, on a PAF, donc la fameuse variable d'environnement qu'on va devoir modifier. On clique sur modifier et là, on va ajouter une nouvelle variable. Là, on valide, on ferme le panneau de configuration et si on rouvre une CMD, on tape OpenSSL, ça fonctionne bien. Sur macOS, pour installer OpenSSL, on va avoir besoin de passer par Homebrew. Donc Homebrew, c'est un programme qui permet d'installer les logiciels Linux sur macOS. Donc pour installer Homebrew, on va sur le site brew.sh qui est en description, on copie la commande là. Là, ça nous demande notre mot de passe car on exécute une commande en mode administrateur. Et là, ça installe Homebrew. Une fois Homebrew installé, on va l'utiliser pour installer OpenSSL. Donc, on tape brew install OpenSSL. Si on tape OpenSSL, et ben ça marche et on peut générer des clés. Maintenant, on va générer du coup le certificat de l'authenticité de certification, donc le certificat de la CA avec sa clé privée. Donc ce certificat et cette clé privée, ça va nous permettre d'ensuite générer un certificat serveur qu'on signera. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ainsi, je me retrouve dans un dossier vide. On va créer un premier dossier qu'on va appeler CA. Si je fais ls, on voit bien qu'on a un dossier CA. J'ouvre ce dossier CA et c'est à l'intérieur de ce dossier CA qu'on va générer le certificat public du CA et sa clé privée. Donc on commence par générer la clé privée du CA, donc OpenSSL gen rsa-aes265-out ca-key.pem et là on met la longueur en bits qui est 4096. On entre, ça nous génère une clé et ça nous demande une passphrase. Voilà, si je fais ls, on a la clé privée de l'authenticité de certification. Maintenant, on va devoir générer le certificat public de l'autorité de certification.
Donc pour générer le certificat, on fait OpenSSL, reg new x509 SHA256. On met le -days qui permet d'indiquer dans combien de temps le certificat ne sera plus valide. Nous, on veut qu'il soit plus valide après 1 an, donc on met 365 jours, -k. Là, on va passer la clé privée du CA. Là, on met la passphrase. Et là, vu qu'on se génère un certificat, on va devoir rentrer certaines informations. Donc, du country, donc c'est la France. La ville, on peut mettre somewhere. L'organisation, on peut laisser vide. Le nom commun, on va mettre bimatax. Et l'adresse email, bimatax.studio@gmail.com, sachant qu'on peut tout laisser vide, sauf les 2 premiers qui sont obligatoires. Tout le reste peut rester vide. On entre. Si on fait ls, on a bien la clé privée et le certificat public qui permettra de vérifier les signatures. Maintenant, on retourne dans le dossier SSL et on crée un autre fichier qu'on va appeler cert. Si je liste, on a maintenant un fichier note.txt qui est inutile, un dossier CA qui contient tout ce qui est relatif à l'autorité de certification et un dossier cert qui va nous servir pour la génération du certificat serveur et de sa clé privée. Donc on ouvre cert. À l'intérieur, on va d'abord commencer par générer la clé privée du serveur. Là, si je fais ls, on voit bien qu'il y a notre clé privée qui a été créée. Une fois que notre clé privée est créée, on va devoir générer une demande de certificat. Cette demande de certificat sera ensuite signée par l'autorité de certification et là, on obtiendra notre certificat serveur. Donc pour générer cette demande de certificat, on entre la commande suivante. Là, vous mettez le nom de votre CN, donc c'est pas vraiment important, mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre bimatax cn-k. Là, vous devez passer la clé privée du serveur et là, vous mettez le nom du fichier de sortie. Si je fais ls, on a maintenant la clé privée du serveur et la demande de certificat. Donc c'est une demande de certificat qui doit être signée par l'autorité de certification. Mais avant de signer, on va aussi devoir créer un fichier qui s'appelle extfile.cnf. Je vous montre comment le créer, après je vous explique à quoi il sert. On entre la commande suivante. Et là, on doit mettre l'IP du serveur. Donc l'IP de notre machine qui va jouer le rôle de serveur. Pour trouver une IP sur Mac, c'est très simple, on fait juste ifconfig et là vous cherchez votre IP. Donc moi, elle est ici, 192.168.1.13. J'ai mon IP, 192.168.1.13. Sur Windows, ce n'est pas ifconfig mais ipconfig qu'il faut rentrer. On valide la commande et si on fait ls, on a maintenant 3 fichiers. Alors, on a la clé privée du serveur, on a la demande de certificat, on a un exfile.cnf. Ce fichier-là, en fait, ça va donner des informations supplémentaires lors de la signature. Et ces informations, ça va tout simplement être l'adresse IP du serveur. Car si vous vous souvenez bien, le certificat serveur contient la clé publique du serveur, l'IP du serveur et la signature. Donc, pour spécifier l'IP du serveur, on utilise le fichier exfile.conf. Maintenant qu'on a tous les prérequis, on a la demande et l'IP, on va pouvoir signer cette demande de certificat avec la clé privée du CA. Donc pour ce faire, je vais effacer l'écran et on va taper la commande suivante. OpenSSL x509-reg-sha256. Là aussi, il faut mettre la valeur en jour de validité du certificat serveur. Donc nous allons dire qu'il va être valide pendant 1 an, soit 365 jours. Là, on passe notre requête de certificat, donc la requête de certificat qu'il faut signer. Après, on va passer le certificat public de l'autorité de certification. On va donner la clé privée de cette autorité de certification. Pour ceux qui ne savent pas, faire 2 points quand on veut chercher un fichier, ça permet de retourner dans le dossier précédent. Ensuite, on spécifie la sortie. Donc nous, on veut le certificat serveur qui est signé et qu'on appelle cert-serve.pem. On passe maintenant exfile.conf qui contient l'adresse IP et on termine avec un ca create serial. On fait entrer. On a besoin de renseigner la passphrase de la clé privée du CA. Et là, si je fais ls, on a bien le certificat serveur signé qui est apparu. Donc la requête et le fichier supplémentaire, on n'en a plus besoin, on peut les supprimer. Donc maintenant, si on ouvre l'explorateur de fichiers, on voit bien qu'on a un dossier CA qui contient le certificat public de l'autorité de certification avec sa clé privée. Et on trouve un dossier cert qui contient le certificat public du serveur avec la clé privée du serveur. Et ce certificat a été signé par la CA. Maintenant qu'on a tous nos fichiers, il va falloir faire une dernière étape. Car ce qu'on a fait pour le moment, si vous avez bien remarqué, on a créé notre propre CA. En fait, on a self-signed le certificat, on a signé nous-mêmes le certificat. Normalement, on devrait passer par une CA officielle, ce qui coûterait de l'argent. Mais du coup, notre CA qu'on a créé n'est pas reconnu par le PC du client.
Et pour qu'elle soit reconnue par le PC du client, on va devoir prendre le certificat public de la CA, le mettre dans le PC client et dire qu'on lui fait confiance. Donc c'est parti, on va faire ça sur Mac et après je vous montre comment le faire sur Windows. Alors du coup sur macOS, on se retrouve dans l'application trousseau d'accès. La première chose qu'on va faire, ça va être de cliquer sur Fichier, Nouveau trousseau. Là, on crée un nouveau trousseau, donc créer. Ça nous demande notre mot de passe. Et là, on a un nouveau trousseau qui a été créé. Dans ce trousseau, on va pouvoir importer des clés. Donc en cliquant sur Fichier, importer des éléments. Et donc nous, on va venir importer le certificat de l'autorité de certification qui se situe dans SSL, CA. Et là, on importe le certificat de l'autorité de certification. Donc on l'importe. Là, on voit que c'est un certificat racine autosigné, donc une CA. Si on double-clique dessus, on a toutes les informations concernant cette CA. On voit qu'elle s'arrête l'année prochaine, dans 1 an, comme on avait défini en jours. Et c'est ici, on clique sur se fier et on fait toujours approuver. Une fois qu'on a cliqué sur toujours approuver, on quitte. Ça va nous demander de valider les modifications en mettant notre mot de passe de trousseau. On fait ça. Et là, ce certificat est marqué comme fiable pour ce compte, donc ça fonctionne. Donc tous les certificats SSL qui auront été signés par ce certificat de CA seront considérés par le Mac comme étant de confiance. Donc sur Windows, on va devoir lancer le PowerShell en mode administrateur. Donc on tape PowerShell, exécuter en tant qu'administrateur. Là on doit bien sûr cliquer sur oui. Ça nous ouvre le PowerShell. Ici on va se déplacer dans le fichier où on a enregistré notre CA. Si je fais un dir, j'ai bien le certificat public de l'autorité de certification. Alors bien sûr je le précise, la clé privée de l'autorité de certification est inutile. On doit la garder en sécurité car c'est grâce à elle qu'on pourra signer d'autres certificats. Mais sur le PC client, la clé privée de l'autorité de certification ne sert à rien. Maintenant que j'ai le certificat, je dois lui faire confiance. Et pour lui faire confiance, j'utilise la commande import certificate, file path. Là je mets le nom du certificat, cert store location, cert de .local machine / root. Là, je fais entrer et j'ai mon certificat. On voit bien toutes les informations ici qu'on avait rentrées lors de la création. Donc c'est tout ce qu'il faut faire sur Windows, on n'a pas besoin de faire plus. Donc maintenant on se retrouve sur notre éditeur de code, donc moi c'est Visual Studio Code, et on va pouvoir coder la partie client et la partie serveur. Concernant les explications sur une connexion socket, je ne vais pas revenir en détail dessus, j'ai fait une vidéo à part entière et je vous mets le lien en fiche et en description. Donc ici on voit bien qu'on a notre projet avec le certificat de la CA et le certificat du serveur, avec les clés privées bien sûr de chaque certificat. Donc tout est bon. Maintenant on va créer un fichier client, client.py, et un fichier serveur, serveur.py. Alors moi j'aime bien coder avec le serveur et le client en mode double vue, donc client-serveur. Le serveur est à droite, le client est à gauche. La première chose qu'on va faire, ça va être d'importer le module socket, puis après, on importe le module SSL. Si vous n'avez pas le module SSL, pour l'installer, il faut ouvrir le terminal et taper pip install py open SSL. Et moi, ça me dit que tout est déjà installé, donc c'est super. On ferme le terminal. La première chose qu'on va faire, ça va être définir l'objet socket, c'est-à-dire la connexion et tout ça. On va faire ça des deux côtés. On va définir le socket. On va mettre l'host, l'IP du serveur, 192.168.1.13. Je vous rappelle, c'est la même que celle qu'on a mis dans le certificat. Le port, là on peut mettre un port au hasard tant qu'il n'est pas utilisé. Et après, on crée l'objet socket, donc socket objet, c'est égal à socket.socket. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend socket.af-inet et socket.sockscream. Côté client, on va faire la même chose. On va importer le module socket, puis on va importer le module SSL. On va définir le socket, donc le socket qui n'est bien sûr pas encore sécurisé. Host, là on va mettre l'IP du serveur, donc 192.168.1.13. Le port du serveur, 10500. Et on fait un objet socket. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on retourne du côté serveur et on va créer un contexte. Donc qu'est-ce qu'un contexte? Un contexte, c'est tout simplement un objet qui va contenir toutes les informations nécessaires pour la connexion SSL. C'est-à-dire c'est le contexte qui va contenir le certificat serveur et la clé privée serveur qu'on passera après pour sécuriser la connexion. Du coup, on va créer le contexte. Contexte, c'est égal à ssl.ssl-context et entre parenthèses, on va devoir préciser le protocole SSL TLS utilisé. Moi, je vais mettre ssl.protocol TLS serveur qui choisit automatiquement le meilleur protocole TLS entre le client et le serveur.
ssl.protocol_tls_server. Et après ce contexte, qu'est-ce que je fais? Je dois charger les informations context.load_cert_chain. Là, je dois donner le certificat serveur qui est contenu dans le dossier cert sous le nom cert_server.pem. Et ensuite, je dois charger la clé privée du serveur qui est dans le dossier cert_certkey.pem. Et voilà, là j'ai le contexte qui a été bien défini. On va faire la même chose du côté client. Contexte est égal ssl.ssl_context et là on doit passer le protocole. Pareil, on va faire le protocole qui choisit automatiquement la meilleure version de TLS. Donc c'est ssl.protocol et là au lieu de mettre TLS serveur, on va mettre TLS client. Et enfin, on va devoir passer ici par la clé privée. On va seulement devoir charger le certificat public de l'autorité de certification. Je vous rappelle, c'est le certificat qui permet de vérifier que la signature est correcte. Donc context.load_verify_location et là on va mettre cert.pem, le certificat de l'autorité de certification. Maintenant qu'on a les contextes, on va pouvoir lancer le serveur. Comment on fait ça? Comme un socket normal, on va prendre l'objet socket_objet.bin. Là on passe en tuple lost et le port. socket_objet.listen file print server start. Ça y est, le serveur est lancé, mais il n'est pas encore sécurisé. Du coup, on va sécuriser le serveur. Donc, pour sécuriser le serveur, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser context.wrap. Donc, serveur SSL, c'est égal à context.wrap socket. Et là, on doit passer l'objet socket, donc le serveur, socket objet. Et après, on doit donner l'information server side égale true, c'est-à-dire que c'est bien le côté serveur. Maintenant, on a sécurisé le serveur et le serveur est lancé. On doit accepter une connexion. Donc, accept connection, client, IP. Et là, c'est comme un socket classique, sauf qu'on prend serveur SSL.accept. On fait print l'IP. Là, on passe l'IP. C'est connecté. Et donc là, ça accepte la connexion. Du coup, côté client, pour se connecter au serveur, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est la même chose. On va d'abord sécuriser le client, donc secure the client, avec la même fonction, client SSL, c'est égal à context.wrap socket. Là, on passe l'objet socket, donc l'objet socket client, virgule, on met le nom de serveur, donc server hostname égale host. Maintenant qu'on a le client SSL, on va faire en sorte que ce client se connecte au serveur, donc client SSL.connect, comme un socket normal, .connect tuple host port, et puis là, on a le client qui s'est connecté. Une fois que le client s'est connecté, on va pouvoir échanger une information. Donc, on va faire en sorte que le client envoie un message au serveur. Donc, au client, on va demander un message. MSG est égal input.encode, car on doit encoder comme dans les sockets classiques. Et puis après, on envoie ça au serveur. Donc, client SSL.send. Et là, on envoie notre message au serveur. Le serveur, lui, pour qu'il reçoive un message, comment il fait? Il va faire client.recv. Là, on passe la taille en bits et on fait .decode. Donc ça va recevoir le message, mais on doit l'enregistrer dans une variable. Donc on met msg égale juste avant. Et on fait print. Et voilà. Donc là, ça affiche le message. Après, une fois qu'on a reçu le message du client, on va dire qu'on arrête la communication. Côté client, rien de plus simple. On fait client SSL.close. Et puis, côté serveur, on ferme le client, on ferme le serveur SSL et on ferme l'objet socket qu'on avait ouvert à la base. Quand tout ça est fait, on va pouvoir tester notre code. Là, ici, j'ai écrit serveur start, donc c'est bien. Maintenant, si je fais Python 3 client.py, on a bien l'IP qui s'est connecté. Et là, si on envoie un message, par exemple, bonjour serveur, on voit bien que le client envoyait bonjour serveur. Donc tout s'est bien passé et la communication a été chiffrée de bout en bout avec SSL TLS. Je vais rajouter 2-3 fonctions au code pour que ce soit un peu plus interactif et on se retrouve tout de suite après. Et donc maintenant, si je lance le client et le serveur, on a bien l'IP qui s'est connecté. Si j'envoie un message bonjour, là le serveur peut envoyer salut. Après, le client renvoie un message comment vas-tu? Et donc voilà, là on a des échanges de messages entre le client et le serveur à l'infini jusqu'à ce que l'un des deux arrête la connexion. Et donc tout se termine sans erreur. Le client et le serveur peuvent échanger des messages de façon sécurisée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. C'était BIM Attacks. Allez, bye!